Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en application de l'article L. 612-5 du Code monétaire et financier, nous auditionnons aujourd'hui M. Jean-Paul Faugère, vice-président depuis juillet 2020 de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, la CPR, proposé par le gouvernement pour être renouvelé dans son mandat. Le Code monétaire et financier prévoit en effet que la nomination du vice-président de la CPR ou le renouvellement de son mandat d'une durée de 5 ans ne peut intervenir qu'après avis des commissions des finances des deux assemblées. En l'absence d'avis sous un délai de 30 jours, celui-ci est réputé favorable. La commission des finances du Sénat est la première à procéder à cette audition, celle de nos homologues de l'Assemblée nationale ayant lieu demain matin. Le dépouillement aura donc lieu demain, même si nous ne sommes pas soumis aux contraintes de l'article 13 de la Constitution. Les délégations de vote sont autorisées selon les procédures habituelles. Je rappelle que la CPR est une autorité de supervision adossée à la Banque de France qui assure une mission transversale de préservation de la stabilité du système financier en exerçant un contrôle prudentiel des établissements du secteur bancaire et du secteur assurantiel. Dans une logique de complémentarité avec la présidence de l'autorité, qui est assurée ès-qualité par le gouverneur de la Banque de France, le Code monétaire et financier prévoit expressément que le vice-président de la CPR dispose d'une expérience particulière en matière d'assurance. Lors de votre audition devant la Commission le 1er juillet 2020, à l'occasion de votre nomination pour le premier mandat que vous avez exercé, vous aviez eu l'occasion de revenir sur votre parcours professionnel antérieur et notamment sur votre expérience comme président du conseil d'administration de CNP Assurance. Vous pourrez brièvement rappeler ce matin cette expérience, notamment à l'attention des membres de la Commission qui n'étaient pas présents il y a 5 ans. En vue d'éclairer l'avis que la Commission doit rendre sur votre nomination, vous pourrez ensuite dresser le bilan que vous tirez des 5 années de votre premier mandat. Nous serons en particulier attentifs au bilan que vous tirez des évolutions récentes du secteur assurantiel que vous suivez donc plus particulièrement. Nous serons enfin intéressés de connaître les priorités que vous identifiez au regard de votre bilan pour les 5 prochaines années en matière de régulation bancaire et assurantielle. Sans plus attendre et après vous avoir rappelé que cette audition est diffusée en direct sur le site du Sénat, je vous cède donc maintenant la parole. Ah oui, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir pour cette audition. Je viens donc effectivement soumettre à votre appréciation le renouvellement de mon mandat de vice-président de la CPR. Et effectivement, même si ce mandat m'associe à l'ensemble des activités de supervision de la CPR, donc sur l'ensemble des institutions financières, ma vocation première, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en vertu des textes, est de présider le collège assurance au regard de l'expérience que j'ai acquise effectivement dans le monde de l'assurance. Et c'est donc d'expérience que je vous parlerai. Vous avez souhaité que je dise un mot de cette expérience d'assurance. Je ferai très court. En fait, c'était mon premier métier puisque j'étais commissaire-contrôleur des assurances, je dirais, en fin de période après mes études. Et ensuite, effectivement, après une carrière un peu, je dirais, diverse, j'ai exercé pendant 8 ans la fonction de président de conseil d'administration de CNP Assurance, qui est une très belle entreprise, en effet. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu là, effectivement, comme vous me l'avez suggéré, de mes 5 années d'expérience à la CPR, pour essayer de vous rendre compte, finalement, de mon bilan, du bilan de ce mandat, avant d'en venir brièvement au sujet qui me paraissent devoir retenir l'attention du superviseur au cours des années qui viennent. Alors, j'ai commencé effectivement mon mandat il y a 5 ans, en pleine crise Covid, à un moment, faut-il le rappeler, où les taux d'intérêt étaient quasi nuls. Alors, je parle des taux d'intérêt parce que c'est une variable essentielle pour les assureurs,
on a du mal à se souvenir que les taux étaient quasi nuls alors qu'ils sont aujourd'hui quand même singulièrement plus élevés. Alors depuis, les crises en fait, ou du moins les chocs, se sont succédés à un rythme extrêmement rapide et ont touché le monde de l'assurance comme évidemment le reste de l'économie. Brièvement, on peut mentionner le retour de l'inflation avant son reflux, la montée des taux, ça je l'ai évoqué, la guerre en Ukraine, qui n'est pas indifférente au monde de l'assurance, la sécheresse en 2022 tout particulièrement, alors les émeutes en métropole et outre-mer, une nouvelle crise au Proche-Orient qui, hélas, se prolonge, et puis ce choc en dernier lieu de l'élection à la présidence, je dirais, aux États-Unis, avec les conséquences que l'on commence à voir sur le commerce international et dans les marchés, avant peut-être de l'avoir dans l'économie. Alors ces rapprochements peuvent paraître un tout petit peu incohérents, voire à la limite effectivement de l'abus, mais à vrai dire, ils ont un trait d'union. C'est qu'ils font référence à la réalisation de risques. Et le risque est la matière première de l'assurance. Alors je vais donner quelques exemples des conséquences pratiques que nous en avons tirées. Inflation. Eh bien, il a fallu vérifier le recalage de l'ensemble des provisions des assureurs pour régler les sinistres, car vous savez que l'originalité de l'assurance, c'est le cycle inversé, c'est-à-dire le fait de payer des primes avant de rendre le service. Et donc, évidemment, le provisionnement est absolument essentiel. Deuxième exemple, du fait, je dirais, d'une augmentation du risque de rachat en assurance vie, il a fallu, je dirais, réévaluer le capital requis pour faire face à ce risque en assurance vie. Et l'expérience italienne qu'on a connue notamment en 2022-2023 a montré que ce risque n'était pas théorique. Il suppose des moyens en capital, en fonds propres, importants, et des moyens en liquidité. Et ça n'est pas rien, ce sont des milliards d'euros qui ont été mobilisés. Autre illustration concrète des enjeux pour l'assurance, la sécheresse de 2022, bien sûr. Et cela a montré que le régime des catastrophes naturelles n'était pas soutenable. Et cela a justifié non seulement évidemment la revalorisation de la surprime catastrophe naturelle sur les primes perçues sur les polices d'assurance multirisque habitation et automobile, mais une réflexion d'ensemble qui n'a pas encore eu toutes les suites, je dirais, qui étaient espérées, mais il y a eu le rapport Langreney, plusieurs initiatives parlementaires, et évidemment des propositions de loi émanant en particulier de cette Assemblée, et puis la présentation en dernier lieu du gouvernement sur le programme national d'adaptation au changement climatique. À propos de la guerre en Ukraine, c'est d'abord le suivi des expositions des institutions financières auxquelles l'ACPR a procédé. Elles ont été heureusement rapidement circonscrites, aussi bien en Russie qu'en Biélorussie, voire en Ukraine éventuellement. Et s'agissant de la Russie, elles ont été assez vite, je dirais, éliminées, tout simplement. Mais l'ACPR n'en a pas fini avec cela, car elle suit de manière méticuleuse les mesures de sanctions. L'exécution de ces mesures, évidemment, est essentielle et touche beaucoup les institutions financières et les assureurs en particulier. Et ces mesures de sanctions, comme vous le savez, visent la Russie et aussi bien des institutions que des personnes physiques, disons des oligarques. Indépendamment des crises, l'ACPR a engagé une série d'actions de fond que je mentionne rapidement. Alors, certaines ont évidemment vocation à s'inscrire dans la durée et dépassent largement, je dirais, le regard rétrospectif que je trace maintenant. D'abord, l'ACPR a accompagné le marché dans le pilotage fin, j'ose dire, de la fixation du taux de participation bénéficiaire en assurance vie sur le fonds euro. Car il était nécessaire de stimuler la constitution de réserves lorsque le taux était très bas pour permettre de faire face à un renversement qui s'est effectivement produit et donc de stimuler maintenant au contraire l'utilisation de ces réserves pour faire face à l'augmentation des taux et permettre de lisser dans le temps les mouvements sur le fonds euro qui auraient pu affecter la stabilité financière. Autre exemple de l'action de l'ACPR dans toute cette période, c'est la participation de l'ACPR en tant qu'expert aux côtés du Trésor à la négociation sur la directive Solvabilité 2 qui a dû être révisée
par les institutions européennes. C'est le texte fondateur sur les exigences prudentielles à l'égard des assureurs, et ce texte révisé sera applicable en 2027. Autre action de fond, une action au profit de la clientèle. Nous avons en effet fait une analyse très précise des frais qui sont facturés aux clients des assureurs vie, et constaté que peut-être il y avait parfois des écarts par rapport à la moyenne qui pouvaient être jugés excessifs. Et donc, en liaison avec la profession, nous avons mis au point un dispositif pour éliminer les excès dont je parle, et donc des facturations excessives au regard du service rendu. Un premier bilan montre que à peu près 10% des unités de compte, voire un peu plus, ont fait l'objet d'un déréférencement ou d'une baisse des frais de l'ordre de 25 à 30 points de base, ce qui n'est pas négligeable, mais bien sûr, nous considérons ceci comme un début et l'action devra se poursuivre. Toujours, je dirais, pour défendre la clientèle, c'est une de nos missions, la protection de la clientèle, nous avons mis le doigt en assurance dommage et en prévoyance sur une série de lignes de produits dont le rapport sinistre à prime est faible, c'est-à-dire l'intérêt pour le client, pour tout dire. Alors, il s'agit souvent de marchés de niche, tels que les assurances affinitaires, quand vous achetez un téléphone, ou les contrats obsèques, les contrats contre les accidents de la vie, les contrats assurance emprunteur sur des crédits renouvelables ou de très court terme. Et donc, au nom de la protection de la clientèle, et en particulier d'une clientèle qui n'est pas très bien informée, voire qui est financièrement fragile, nous avons mis en évidence des situations anormales qui dénotaient d'une commercialisation qui ne se réalisait pas dans l'intérêt du client à titre principal. Toujours au titre de la protection de la clientèle, je mentionne 2 recommandations. C'est du droit souple, hein, les autorités administratives indépendantes en sont coutumières, que la CPR a donc émise en 2023 et 2024 pour actualiser notre doctrine sur la mise en œuvre de la directive distribution d'assurance, et notamment pour mettre en valeur les bonnes conditions d'application du devoir de conseil et pour prémunir les clients contre tout conflit d'intérêts que subirait le distributeur final. Et cela vise en particulier les mécanismes de rémunération de ces distributeurs qui ne sont pas toujours les assureurs eux-mêmes, qui sont parfois des courtiers ou des intermédiaires. En tout cas, il faut que ces mécanismes permettent d'éviter le biais dans le geste commercial. Je mentionne en dernier lieu, mais il y aurait bien d'autres choses à évoquer, la mise en œuvre de la loi du 8 avril 2021 sur le courtage et la vente à distance. C'est quelque chose que les parlementaires avaient suivi. Je pense que vous-même, vous y avez porté attention. C'est le fait qu'effectivement, parfois là aussi, les démarches se font inutilement agressives. Et donc, nous travaillons avec des associations professionnelles qui ont été créées par la loi pour aider les 25 000 courtiers à respecter mieux leurs obligations envers les clients et améliorer leurs pratiques commerciales. Alors, j'en viens maintenant à quelques orientations pour l'avenir, qui, me semble-t-il, s'imposeront à la CPR dans les années qui viennent. Je crois que notre premier devoir sera de nous prémunir le plus possible contre les risques pour la stabilité financière. C'est notre mission première, bien sûr. Et la succession des crises que j'évoquais en commençant montre que ce risque n'est pas abstrait, même si à aucun moment ce risque ne s'est matérialisé, fort heureusement en France, et même si on peut considérer que la résilience des assureurs est bonne. Elle est de bonne qualité, à la mesure, je dirais, des fonds propres qui sont mis en place pour les assureurs et qui sont à peu près 2 fois supérieurs aux exigences réglementaires en moyenne. Il reste que, ça n'échappe à personne, que le contexte géopolitique est vraiment incertain, que les risques de marché sont très élevés, que les mouvements de marché peuvent affecter de manière soudaine et avec une ampleur assez remarquable ces marchés. Et l'évolution des taux peut elle-même être très rapide, et l'expérience l'a montré. Et en fait, compte tenu du fait que, je dirais, une grande part, même, je dirais, pratiquement les 2/3 des placements des assureurs sont constitués de placements obligataires et souvent à taux fixe, cette évolution brutale des taux peut placer les portefeuilles en moins-value latente, ce qui est une vulnérabilité. Donc nous sommes évidemment très attentifs,
Et je crois que ça justifie tout particulièrement les stress tests, enfin le test de résilience, quoi, que nous imposons très régulièrement aux assureurs, comme d'ailleurs aux autres institutions financières, aux banques, mais ça c'est la BCE qui s'en occupe. Et je crois que, évidemment, on sent bien que les professionnels considèrent que ces exercices sont d'une facture un peu trop agressive, enfin, mais je crois que c'est vraiment l'intérêt, je dirais, du système que de tester ainsi sa résilience, je dirais, de manière assez forte. La magnitude des crises, on le sait, surprend toujours. Ceux qui ont vécu 2008 le savent. Et si nous n'avons pas eu de désastre dans l'industrie financière en France, je crois que cela doit beaucoup à la supervision intrusive que nous pratiquons et à l'exigence que nous avons de marge de prudence dûment contrôlée. J'ajoute que les quelques faillites que nous avons vues dans le système bancaire américain il y a 2 ans illustrent, je crois, que les lacunes dans la supervision se payent très cher. En second lieu, nous devrons évidemment suivre les diverses composantes du modèle d'affaires de l'assurance de manière évidemment très approfondie. Alors, quelques exemples. En automobile, l'inflation des coûts de réparation n'a pas cessé du tout. Enfin, en l'espace de 3 ans, je dirais 2022-2024, les coûts des réparations ont augmenté de 30%. Et par ailleurs, cette tendance ne ralentira pas, même peut s'accentuer avec l'amplification de l'électrification du parc. Enfin, même si c'est très progressif, c'est quand même sensible. En deuxième lieu, en multirisque habitation, je crois que vous êtes bien avertis des problèmes de mutualisation qui se révèlent avec le problème des zones exposées aux catastrophes naturelles. Je n'y insiste pas. En santé, eh bien, la dérive des coûts, évidemment, touche les assurances maladie complémentaires comme elle touche l'assurance maladie obligatoire. Mais je crois que votre Assemblée s'est penchée sur cette question de manière très approfondie, donc je ne m'appesantis pas. Je mentionne simplement un point, c'est que les mutuelles, de manière générale, auront à gérer les conséquences de la mise en place du régime de protection sociale complémentaire des fonctionnaires, enfin des agents publics. Ça concerne quand même 5 millions de personnes. Et en fait, ça va changer considérablement les équilibres entre les contrats collectifs et les contrats individuels. Et les contrats collectifs étant moins faciles à équilibrer, et voilà, et donc ça posera un problème à un certain nombre, sans doute, de petits acteurs. Autre champ de la supervision, comment va évoluer la chaîne de valeur du réassureur, donc en haut, au distributeur final. Ça n'est pas évident, et je mentionne en passant l'apparition d'une nouvelle catégorie d'acteurs, les courtiers grossistes, qui de plus en plus ont tendance à prendre une part de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Autre sujet de supervision, la relation stratégique qui existe entre les assureurs et les gestionnaires d'actifs. Car, je dirais, les assureurs ont certes une gestion d'actifs propre, mais ils se reposent beaucoup sur des gestionnaires d'actifs. Et dans le contexte de concurrence entre les gestionnaires d'actifs, ceci est un sujet sensible, en particulier compte tenu du poids assez écrasant que prennent des acteurs dans le domaine de la gestion d'actifs et qui sont des acteurs américains et qui ont en particulier promu la commercialisation des fameux ETF, ces placements indiciels qui ont évidemment un niveau de frais très inférieur aux autres placements. Enfin, j'évoque, pour terminer, je suis trop long, pardon, 3 sujets particuliers qui vont amener la CPR à élargir son champ de supervision. Premièrement, le risque cyber. Alors, les institutions financières vont évidemment appliquer DORA, le fameux règlement, je dirais, sur la résilience informatique des acteurs financiers, qui vient d'entrer en vigueur. Et je sais que le Parlement a été saisi d'un projet de loi, je crois que le Sénat l'a examiné tout récemment. À vrai dire, ça formalise des règles de droit souple que nous avions déjà recommandées, mais ça devient du droit dur, c'est beaucoup plus formalisé, et ça correspond à une logique qui est la vulnérabilité croissante des systèmes d'information. Il y a une nouveauté principale, je dirais, de ce règlement, qui est de permettre le contrôle des sous-traitants critiques des institutions financières en matière
d'informatique. Et là, l'ACPR aura vocation donc à s'investir davantage dans le contrôle donc, de sécurité des systèmes d'information. Et de manière connexe, deuxième point d'extension de ses compétences, elle devra mettre en œuvre, à partir de 2026, le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Elle en sera le superviseur pour les institutions financières et notamment évidemment les assurances, ce qui supposera de mettre en œuvre une capacité technique pour maîtriser l'audit des systèmes d'intelligence artificielle. Ce sera notamment vrai en assurance vie et en santé pour la tarification, systèmes d'intelligence artificielle qui, dans ce champ, sont qualifiés de à haut risque, ce qui est une exigence évidemment beaucoup plus grande que pour les autres systèmes. Ça supposera de maîtriser les modèles, de vérifier l'absence de biais, de vérifier le contrôle humain de ces systèmes et leur fiabilité. Et je mentionne en dernier lieu, j'en finis par là, tout ce qui touche à l'ESG, environnement social et de gouvernance. C'est un chantier énorme, évidemment. Alors, je sais qu'il est controversé, je sais que la Commission essaye de promouvoir une simplification qui était sans doute nécessaire. Et nous verrons ce que donnera la négociation de la directive Omnibus proposée par la Commission à cette fin. Mais les assureurs vivent tous les jours le réchauffement climatique. Et en particulier, évidemment, du point de vue des catastrophes naturelles. Et j'ajoute que la révision de la directive Solvabilité 2 a prévu que des plans de transition seraient élaborés par les assureurs. Et la CPR aura vocation à les contrôler. Donc, évidemment, le sujet climat ne va pas disparaître parce qu'un vent de dérégulation souffle outre-Atlantique. Et j'ajoute que la CPR a déjà mis en œuvre 2 stress tests climatiques qui sont pleins d'enseignements et qu'elle continuera à mobiliser des assureurs pour évaluer les risques liés à l'évolution du climat et évidemment stimuler leur engagement pour préparer la transition. Merci beaucoup de votre attention. Merci de cette présentation très complète avec à la fois les points du dernier mandat et puis un petit peu la vision pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général. Oui, je vais d'abord, Monsieur le Président, remercier Monsieur Faugère. Peut-être en quelques mots replacer, même si ça a été dit dans le propos instructif du Président, l'audition de cet après-midi, donc qui nous donne l'occasion à la fois de mettre ou de braquer un peu les projecteurs sur un aspect qui est insuffisamment connu de notre système financier. Donc c'est la mission de contrôle microprudentiel qu'assure l'ACPR et qui constitue un volet structurant de notre politique de stabilité financière, peut-être en rappelant que vous supervisez globalement à peu près 600 entreprises dans le secteur bancaire et autant dans les entreprises d'assurance et du mutuel. Autant vous dire qu'on est d'abord attentif, Monsieur le Président, au bilan que vous tirez de l'évolution de la réglementation applicable au secteur financier depuis votre prise de présidence en 2020 et que nous sommes également attentifs, et vous avez évoqué un certain nombre de sujets, aux grandes orientations que vous souhaitez donner à votre nouveau, enfin en tous les cas, second mandat. Moi, je voudrais revenir sur 3 sujets en lien avec le périmètre de supervision de l'ACPR, qui sont des points d'attention de notre commission. Et puis j'aurai, je dirais, un peu une question subsidiaire. D'abord, s'agissant de la régulation du secteur bancaire, je voudrais vous interroger sur la transposition dans l'Union européenne du cadre prudentiel dit Bâle III finalisé, dont, je le rappelle, la négociation s'était achevée en 2017. La transposition de ces mesures prévoit notamment la revue FRTB qui a pour conséquence de faire évoluer à la hausse les modalités de calcul des exigences en capitaux propres des banques françaises et européennes. Ça revient souvent d'ailleurs. Et alors que la Réserve fédérale américaine a renoncé depuis la fin de l'année 2024
à son projet de transposition du cadre de Bâle III finalisé. Le Royaume-Uni a également annoncé le report à 2027 de son entrée en vigueur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de faire face à un risque de perte de compétitivité pour le secteur financier européen, et peut-être quelle doit être, selon vous, la marche à suivre pour à la fois, je dirais, concilier la robustesse du cadre de régulation et la compétitivité de notre système bancaire et assurantiel. Deuxième point d'attention, les ministres chargés des Finances et de la Défense doivent présenter, en ce qui nous concerne ce jeudi, des propositions pour faciliter la mobilisation de l'épargne des Français au service d'un nouvel impératif, celui du réarmement de l'Europe, alors même qu'il existe un consensus sur une épargne abondante à la fois en France notamment, et en Europe. Sur ce point, je souhaiterais que vous nous disiez si une meilleure mobilisation de l'épargne passe, selon vous, par une évolution de la législation applicable aux établissements bancaires et assurantiels, et peut-être à ce moment-là, quels sont, si la réponse est positive, les points d'attention que vous identifiez pour que cette mobilisation ne se fasse pas au détriment de la protection des épargnants. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Enfin, troisième point d'attention, il concerne, là aussi vous les avez évoqués, les problèmes assurantiels, mais je vais braquer les projecteurs plutôt sur ceux que rencontrent en France notamment, mais pas uniquement, certaines collectivités territoriales. La mission d'information de notre commission a établi il y a un an un diagnostic complet des défaillances qui existent dans l'offre proposée aux collectivités et de la dégradation progressive, je dirais même rampante, des relations entre les exécutifs locaux et les assureurs. Nous avons organisé quelques auditions supplémentaires récentes qui montrent que les problèmes que nous avons identifiés ne sont toujours pas réglés. Sur ce point, j'aimerais que vous nous disiez clairement quels sont les pouvoirs dont dispose l'ACPR en qualité de régulateur du secteur de l'assurance, et que vous nous disiez également si vous envisagez d'y recourir pour permettre d'obtenir des garanties d'accès pour les collectivités locales afin qu'elles aient des offres, qu'elles puissent en tous les cas avoir des offres compétitives pour, en matière d'assurance. Et puis, je vous ai dit, j'ai une petite question subsidiaire parce que vous avez évoqué la protection de la clientèle et c'est un point important, mais notamment, je voulais la mettre en miroir de l'assurance emprunteur, puisque j'ai bien en mémoire le pas décisif qui avait été franchi sur une proposition initiale de la députée Madame Lemoine à l'Assemblée nationale, mais je pense que le coup décisif ou le basculement a été effectué ici au Sénat lorsque nous avons proposé que pour les risques aggravés, il n'y ait plus, et en fait pour tout le monde, il n'y ait plus, dans certaines limites, de questionnaire de santé, ce qui voulait dire qu'il y avait un retour du travail de l'assurance pour une véritable mutualisation. Donc, dans l'intérêt de la clientèle, ce qui m'a, en fait, ce qui fait écho à ma question, c'est que à ce moment-là, c'est plutôt le Parlement qui a poussé les feux. Et je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, et si c'est le cas, vous me le direz, quel a été, je dirais, l'avis, quelle était la position de l'ACPR sur le sujet. Parce que j'ai le sentiment, excusez-moi, j'égratigne un petit peu le politiquement correct, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme lorsqu'il y a eu les difficultés, comment dirais-je, assurantielles, lorsqu'on les a découvert des collectivités locales. J'ai l'impression que c'est passé un peu au-dessus de la supervision de l'ACPR. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le vice-président, je vous propose d'entendre d'autres de nos collègues qui ont des questions supplémentaires à vous poser. Vous répondrez à l'ensemble si vous le voulez bien. Commençons par Michel Canvet, puis Nathalie Goulet. Merci, monsieur le président. Je voudrais aussi remercier le vice-président pour nous avoir fait le point sur un sujet extrêmement important qui concerne
la régulation et le contrôle, bien sûr, de l'ensemble des opérateurs financiers et du secteur des assurances. Alors, je constate qu'effectivement, les choses vont plutôt bien, mais il y a peut-être aussi des sujets sur lesquels il est intéressant peut-être d'avoir votre éclairage. Et en particulier, la presse s'est fait l'écho il y a peu de temps, de la presse économique, d'un certain nombre de clients sans assurance dans le nord de la France, 75 000 clients sans assurance par un courtier indélicat, Pilio Assurance, semble-t-il. Et l'article concluait, citant un professionnel du secteur, disant « Il est nécessaire que la CPR réfléchisse à la façon dont on peut mieux les superviser. » La CPR a-t-il fait défaut dans la supervision, en l'occurrence, ou comment pouvez-vous interpréter les choses? C'est un premier point, une première question. Et puis une seconde, sur un sujet que vous avez évoqué à l'instant, qui concerne effectivement la cybersécurité, puisque le Sénat a adopté la semaine passée la transcription dans le droit français de la directive DORA, qui concerne donc l'ensemble du secteur assurantiel et bancaire. Et nous avons notamment souhaité que la CPR puisse être effectivement l'autorité de référence, unique d'ailleurs, pour ce qui concerne ces institutions financières, la CPR comptant un peu plus de 1000 collaborateurs. Comment allez-vous vous organiser pour assurer cette référence pour l'ensemble des opérateurs financiers, de façon à ce que la sécurité informatique, la cybersécurité, puisse être assurée en permanence? Merci, Michel. Nathalie Goulet, puis Grégory Blanc. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, j'ai deux séries de questions. La première concerne les escroqueries financières. Et donc, savoir comment vous coopérez, si vous continuez à coopérer avec à la fois le parquet financier, mais la DGCCRF et l'AMF, puisque c'est quand même extrêmement important pour le fonctionnement et la régulation. La deuxième chose, comment coopérez-vous au niveau européen avec vos homologues? Est-ce qu'il y a des améliorations que vous envisagez ou qui sont nécessaires? Ça, c'est la partie globale. Je voudrais votre sentiment sur le risque que présentent les cryptoactifs. Même si ce n'est pas complètement dans votre compétence, ça l'est quand même au titre de la CPR, avec évidemment une dérégulation complète, malgré la directive MiCA et une multiplication des offres en matière de cryptoactifs qui se conjuguent avec une formation plutôt défaillante de différents acteurs de la chaîne. Et enfin, votre avis sur l'euro numérique. Merci. Merci Nathalie. Grégory Blanc. Je ne reprendrai pas les questions qui ont été posées avant. Du coup, j'en ai trois à évoquer. La première, c'est sur le droit à l'oubli. Il y a des dispositions qui ont été prises en 2022. Je voulais avoir votre regard sur l'évolution du droit à l'oubli et la façon dont les établissements le pratiquaient. Le deuxième, vous êtes aussi au Conseil général de la Banque de France. Lorsqu'on échange sur le contrôle dans nos territoires, notamment dans la perspective de blanchiment, on s'aperçoit quand même que la Banque de France, parce qu'elle ferme un certain nombre d'établissements, se retire de départements entiers aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être une connaissance électronique plus importante, mais il y a une connaissance du territoire qui est plus faible, et donc des interactions avec les forces du territoire en présence, l'ensemble des acteurs, et que finalement, ça ne facilitait pas forcément les échanges humains et la façon de croiser à la fois les investigations numériques et les réalités, les retours des réalités locales. Ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, vous avez évoqué les évolutions d'assurance liées notamment aux évolutions de l'environnement. Je vous avoue que je reste un peu sur ma faim au regard des propos rapides, forcément, liés au format qui est le nôtre. Je voulais savoir quel regard critique vous aviez sur nos règles prudentielles à l'aune du dérèglement climatique et des enjeux à l'horizon 2050, notamment dans les rapports du GIEC sur les problèmes d'assurabilité. Merci Grégory. Pas d'autres questions ou remarques? Monsieur le vice-président.
si vous voulez bien, de manière synthétique, mais oui, je sais que vous savez le faire. Je vais essayer, parce que c'est des grands sujets que vous avez évoqués. Alors, monsieur le rapporteur général, oui, BAL 3 est un sujet, je ne peux pas vous le cacher. Je veux dire, c'est le paradoxe que nos amis américains sont très, très, comment dire, enthousiastes à promouvoir des réglementations qu'ils n'appliquent pas. C'est un paradoxe absolu, mais qu'on observe dans le monde bancaire, d'ailleurs, comme en assurance. Et c'est un vrai sujet. Malgré tout, d'où vient BAL 3 ? Enfin, je veux dire, on sait bien que c'est quand même lié à l'expérience des crises, l'expérience successive des crises. Et je me permets de rappeler qu'effectivement, il y a eu quand même 2 faillites significatives bancaires aux États-Unis qui auraient été évitées si la supervision s'était exercée de manière convenable. Et le président de la Fed lui-même en a convenu. Donc, bon, je fais cette remarque en passant. Alors, vous avez mis le doigt sur un des aspects qui est en fait le seul qui est aujourd'hui vraiment très controversé, qui est la fameuse revue du risque de marché, le FRTB, dont le décalage a été décidé, je dirais, par les institutions européennes, aussi bien que par nos amis britanniques. Bon, c'est le dernier point qui est retardé pour la mise en œuvre de BAL 3 par l'Europe et par la Grande-Bretagne. Je me permets de me référer simplement aux propos du gouverneur qui consiste à dire oui à la simplification, non à la dérégulation. Je veux dire, et il rappelle assez souvent, je dirais, je reprends ces mots, que les crises financières, elles viennent des États-Unis en général. Enfin, c'est l'expérience. Et que malgré tout, nous avons réussi de ce côté-ci de l'Atlantique à nous en prémunir autant qu'il était possible. Nous n'avons pas eu de gros événements, je dirais, de grosses faillites bancaires. Alors, il y a l'affaire de Crédit Suisse, ça je vous en donne acte, mais c'est assez différent, c'est un autre système. Bon, voilà. Donc, nous sommes dans l'idée que BAL 3 doit être transposé, appliqué. Effectivement, le problème de compétitivité est un problème qui est soulevé notamment par nos banques. Et effectivement, c'est une préoccupation parce que nous voyons bien que les banques américaines sont particulièrement agressives dans cette compétition des services financiers. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon que nous continuons d'espérer qu'effectivement le bon sens prévaudra et que la prudence aussi sera de mise. Ça ne répond pas complètement à votre question, j'en ai conscience. En ce qui concerne la défense, je crois que c'est intéressant de dire quand même que les assurances sont déjà un peu investies en industrie de défense. On estime qu'à peu près, je dirais, enfin, près de 5 milliards d'euros sont investis par les assureurs dans le secteur de la défense, ce qui n'est pas beaucoup, qui pourrait être plus. Et il est possible que ceci soit la résultante d'une déficience dans la constitution de fonds qui rassemblent, je dirais, des entreprises de défense. Notre base industrielle de défense, finalement, est faite au-delà des grands groupes d'une série de petites entreprises ou de taille intermédiaire, la plupart d'un côté, bien sûr, et qui ont du mal à s'insérer dans ce système financier, avec quelques difficultés que je pointe quand même. Il y a incontestablement l'ombre, je dirais, des normes ESG. C'est un peu controversé, hein, en fait, parce que la taxonomie européenne ne mentionne pas les industries de défense. Et en fait, le débat, je dirais, se focalise sur des armes qui sont éventuellement controversées ou qui sont non conventionnelles ou qui sont, je dirais, proscrites comme les mines antipersonnelles. Et donc, on a là un premier sujet. On a un deuxième sujet qui fait problème. Donc, tout ça n'est pas très législatif, hein, j'en ai conscience. C'est la LCBFT, là encore, parce que malgré tout, dès lors qu'on a un commerce international dans ce domaine, il y a des difficultés. Et j'ajoute la lutte contre la corruption. Mais en réalité, dès lors qu'il s'agit, je dirais, de production en France, de recherche en France sur ce secteur, il n'y a aucun obstacle
à ce que constituent des fonds, je dirais, de manière à soutenir le capital ou l'endettement des entreprises d'armement. A priori, on devrait pouvoir offrir aux épargnants, et donc les attirer, pour ceux qui le souhaiteraient, je dirais, un rendement qui soit convenable. Donc rien ne s'oppose finalement à un développement du fléchage de l'épargne vers les industries de défense, au-delà de tous les problèmes de financement public. Je vais trop vite, hein, mais bon. Sur les collectivités territoriales, alors ça c'est un grand sujet que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur général, donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Ça patauge. Ça patauge. Oui, mais je crois quand même, vous aviez notamment, je crois, votre commission avait saisi l'autorité de la concurrence, qui a fait des recommandations qui, à ma connaissance, n'ont pas été complètement mises en œuvre, ne serait-ce que sur la commande publique. Donc ça mériterait peut-être que ceci... On s'en occupe. Voilà, donc on peut espérer. Et on peut aussi espérer que, je dirais, un système, mais ça je pense que c'est le gouvernement qui s'en est saisi maintenant, et je crois comprendre qu'un événement sera prévu pour en parler, il faut faire en sorte qu'on clarifie un certain nombre de sujets. Quel est le rôle de l'État? On sait bien qu'il y a une ambiguïté sur les émeutes avec l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure. On voit bien aussi qu'il y a une difficulté avec le Code des assurances qui fait que, sauf convention contraire, les émeutes ne sont pas couvertes. Alors les émeutes, c'est une composante du sujet, ça n'est pas la seule, bien sûr, mais elle est quand même, elle joue un peu en repoussoir par rapport à certains assureurs. On peut aussi, je dirais, mettre en valeur le fait, comme l'a souligné le rapport Chrétien d'Agès, qu'il y a eu une tendance à la sous-tarification, je dirais probablement, et vous le savez bien, aussi bien que moi, monsieur le rapporteur général, du fait de certains acteurs qui ont fait un peu de dumping. Et on voit très bien dans le rapport Chrétien d'Agès la prime, je dirais, facturée aux collectivités territoriales qui est tendance à la baisse jusqu'en 2022. Et à partir de 2022-2023, un redressement. Donc on peut espérer que ce redressement des primes, alors qu'évidemment ne fera pas plaisir à ceux qui payent la prime, mais produira quand même une nouvelle attractivité pour des acteurs qui viendraient sur ce marché. Et je crois vraiment que le sujet qu'on a souvent évoqué, monsieur le rapporteur général, qui est celui de la maîtrise des risques, c'est un sujet central. Je dirais, on a, je dirais, certaines collectivités territoriales qui n'avaient finalement pas pris le management de leurs risques de manière très approfondie. Et là, il y a une amélioration et donc un dialogue avec les assureurs de nature à rassurer l'assureur quand il souscrit un risque. Il y aurait beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce que peut faire la CPR dans ce domaine ? Là, je touche les limites de ma compétence, pardon, monsieur le rapporteur général, mais nous ne sommes pas régulateurs, nous sommes superviseurs. Nous n'émettons pas de normes, sauf, je dirais, du droit souple d'interprétation du droit dur, et nous sommes là pour, je dirais, vérifier ce qui peut toucher à la stabilité financière ou porter atteinte aux intérêts de la clientèle. Donc, on est dans un rôle, je dirais, d'expert, de gendarme, oui, mais pour appliquer des normes qui sont celles que veut le législateur, bien sûr, au premier chef, et le pouvoir réglementaire. Donc, on a la capacité d'établir des diagnostics, on le partage avec vous d'ailleurs, bien sûr, et aussi, je crois qu'il faut travailler avec la profession, et je crois que la profession, pour autant que je le comprenne, serait vraiment ouverte à l'idée d'avoir des procédures de médiation en cas de difficultés, telles que vous semblez les constater encore, et qui pourraient amener, alors sur un peu le modèle de la médiation de l'assurance, à faire converger assez vite, en réalité, les demandes des collectivités par rapport à l'offre assurantielle. Sur l'assurance emprunteur, la loi Lemoine, la suppression du questionnaire de santé, donc en dessous de 200 000 euros, je crois que c'est un vrai succès. Je crois que le comité consultatif des services financiers a déjà établi une première vue d'ensemble et continuera de travailler sur le sujet. Je pense que la situation s'améliore. À vrai dire, bon, il est possible qu'il y ait ici ou là quelques déviations, mais
Nous surveillons ça de très près. Nous faisons des analyses régulières, je dirais, avec les assureurs et les associations d'emprunteurs et de consommateurs. Bon, j'ai le sentiment que cette loi, quand même, introduit un vrai progrès et n'a pas induit de vrais biais dans la tarification. C'est effectivement surprenant. Donc, bon, on peut espérer que ça continuera à apporter ses fruits. Je reviendrai sur, si peut-être tout de suite, sur le droit à l'oubli qui a été évoqué dans une autre question. Oui, c'est ça. Je crois que ça va. C'est-à-dire que vous aviez vous-même prescrit dans la loi un renforcement de ce droit à l'oubli. Et donc, je crois que les assureurs ont à cœur de le respecter, voire de l'étendre. J'ai vu que l'entreprise que j'ai eu l'honneur de servir, CNP Assurance, a fait une proposition qui va au-delà des obligations légales, en particulier en ce qui concerne le cancer du sein, donc en étant en deçà des délais qui sont prévus après la fin d'un traitement. Donc le mouvement est donné. Évidemment, on ne peut pas demander systématiquement aux assureurs d'ignorer complètement les réalités médicales. Voilà. Donc le compromis a été défini par la loi. Je crois qu'il y a une démarche un peu citoyenne, j'ose dire, de certains assureurs pour aller encore plus loin. Je crois que c'est un vrai service qui est rendu aux emprunteurs. Je reprends l'ordre des questions que j'avais notées. Alors, l'affaire Pillot, l'affaire Pillot, bon, c'est très compliqué en fait. Quand on rentre dedans, on a fait une communication minimale, c'est vrai, et ce qui nous a valu effectivement les articles dont vous avez parlé. Je mets au défi quiconque de dire qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. La difficulté, c'est que c'est en fait un assureur belge qui est filiale d'un assureur américain qui a distribué des produits par un courtier dans le nord de la France, lequel courtier avait estimé pouvoir bénéficier de la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union européenne, sauf que les démarches pour bénéficier de cette libre prestation de services supposaient que la profession, à partir d'un bureau qui s'appelle le BDF, valide, je dirais, l'accès au fonds de garantie, puisque quand on offre de services en France, on bénéficie aussi du fonds de garantie. Et cette démarche n'a pas abouti, ou plus exactement, le courtier a présumé qu'elle aboutirait. Et le juge a constaté qu'il n'avait pas accompli les formalités et que donc il avait distribué des cartes vertes sans être couvert par un assureur. Donc l'affaire est dans les mains de la justice. Ce à quoi nous sommes employés, c'est d'obtenir de l'ancien assureur, parce que l'assureur dont je vous ai parlé était un assureur qui avait hérité d'un portefeuille, qui était en fait dans le groupe Munich Re, et nous avons obtenu de Munich Re de continuer à couvrir les contrats qui avaient été souscrits. Donc les 4/5 du portefeuille sont couverts. Il reste une partie de ce portefeuille qui n'est pas couvert, et nous employons et nous incitons fortement les assureurs de la place à prendre en considération les besoins en question. Sur le risque cyber, comment s'organiser ? Il va falloir mettre des moyens. C'est tout simple. Il va falloir mettre des moyens, donc redéployer. Nous avons effectivement aujourd'hui 1060 agents qui servent à la CPR. Nous ne pouvons pas espérer augmenter ces effectifs, donc il faudra redéployer et rationaliser et utiliser toutes les ressources pour, je dirais, effectivement répondre à nos devoirs, ce qui suppose peut-être d'évoluer dans les méthodes et pourquoi pas l'intelligence artificielle là aussi. Sur les escroqueries financières, je confirme que nous travaillons tout particulièrement avec l'AMF. Nous inscrivons régulièrement des sites d'arnaque sur la plateforme Abase, où il y a plus de 1000 sites recensés. Il s'en crée tout le temps. Donc, évidemment, c'est une collaboration constante, notamment avec l'AMF, le parquet et la DGCCRF, bien entendu. Nous faisons beaucoup de communication sur le sujet, autant qu'on le peut, et nous incitons aussi les banques à le faire, et les assureurs, bien sûr.
le dialogue avec nos homologues européens se fait, bien sûr. L'action pénale est du ressort de chaque État membre, hein, mais la collaboration est certaine. Ce que j'ai vu, en tout cas dans le domaine de l'assurance, est quand même l'organisation de fraude nationale. Mais je pense qu'il faut effectivement pouvoir collaborer en toute hypothèse. Sur les cryptoactifs, je crois quand même que MiCA est un vrai succès. Enfin, j'ai eu l'impression que vous aviez une appréciation un petit peu réservée sur MiCA. Je crois que c'est un progrès. Je pense qu'on a, je dirais là, un rôle, une répartition des rôles entre l'AMF et la CPR qui est bonne. Nous nous occupons prioritairement de tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La loi, la transposition donc, de MiCA permet maintenant d'aller à l'agrément. Et donc c'est plus exigeant, c'est un suivi plus exigeant et donc nous l'espérons plus efficace. Nous n'avons pas un goût immodéré pour les cryptoactifs, je dirais du côté Banque de France aussi bien qu'à CPR, parce que je dirais nous voyons bien les risques qui sont associés et toutes les transactions qui sont faites sur des rançons en cryptoactifs attirent notre attention, mais nous voyons bien qu'effectivement de l'autre côté de l'Atlantique, la vue est assez différente en ce moment. Nous restons pour notre part sur une supervision très exigeante de ces cryptoactifs. Par contre, l'euro numérique, oui, nous essayons de le promouvoir. Nous pensons que ce sera un instrument de souveraineté, qu'il est important pour l'Europe de ne pas dépendre de dollars numériques qui seraient dans le monde entier la monnaie de référence. Et donc, il faut qu'il y ait un euro numérique. Et donc, les travaux engagés sous l'égide de la BCE et notamment par la Banque de France pour un euro numérique sont évidemment en cours et d'un rythme soutenu. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors, je suis presque à la fin. Je vais vers M. Blanc. Le Conseil général de la Banque de France, oui, j'y suis. Alors, je vois bien que vous visez le dispositif, je dirais, de reformatage de la carte des implantations de la Banque de France. Un dispositif très maîtrisé, très concerté, je crois. Alors évidemment, je ne peux pas parler pour le gouverneur, je suis qu'un modeste membre du Conseil général, mais je vois le soin avec lequel il développe le dialogue avec, je dirais, les organisations syndicales représentatives. Je vois aussi que les critères qui ont servi à la détermination de cette carte, je dirais, dont les restructurations sont très modérées quand même, prennent grand soin d'avoir des évaluations rationnelles et personne n'ignore qu'aujourd'hui, je dirais en particulier l'usage des monnaies fiduciaires est quand même en décroissance assez nette et par ailleurs que les services peuvent être offerts, je dirais, autrement que simplement un guichet, mais la relation humaine compte et la présence compte, y compris dans la relation avec les entreprises. Et je crois que la Banque de France fait de gros efforts pour, je dirais, aller au contact des chefs d'entreprise. Et le gouverneur lui-même, d'ailleurs, se déplace très, très régulièrement dans tous les départements. Ça rejoint quand même un problème plus général, vous le savez mieux que moi, monsieur le sénateur, de l'implantation des services publics et ce compromis difficile entre une forme de rationalisation qui, évidemment, est synonyme à long terme d'économie et le fait de répondre à la demande de services publics de nos concitoyens dans les territoires. Et enfin, sur les règles prudentielles et l'environnement, je dis simplement, pour ce qui concerne l'assurance, mais c'est vrai aussi dans le monde bancaire, que l'environnement est vraiment rentré dans le cadre prudentiel. Nous considérons, je dirais, à l'aune de stress tests qui ont maintenant, je dirais, une certaine ancienneté et une certaine fiabilité, donc, que le danger que représente le changement climatique pour les bilans des assureurs et des banques est sérieux. Donc, on ne lâchera pas
sur ce terrain. Et l'ensemble des réglementations, même si elles appellent quelques simplifications, oui, bienvenue, certainement. Mais sur le fond, on ne peut pas lâcher la nécessité de prendre en compte ce risque et de faire pivoter l'ensemble du système. Évidemment, l'horizon 2050 est très lointain vu d'un certain point de vue, mais en réalité, le temps qui passe, je dirais, irrémédiablement nous met dans des scénarios qui seront plus heurtés et donc plus coûteux, y compris pour l'économie réelle, comme on dit, c'est-à-dire pour la croissance économique que nous espérons. Donc, voilà, les plans de transition, c'est évidemment ça qui est l'instrument central, qui est imposé, je dirais, aussi bien au plan prudentiel qu'au plan stratégique par les divers instruments. Eh bien, c'est quelque chose que nous devrons superviser nécessairement. Bien, merci Monsieur le Vice-président, merci Monsieur le candidat. Nous avons profité, si je puis dire, de cette candidature pour vous entendre, pour également donc avoir une vision de ce que faisait la CPR de manière concrète aujourd'hui et des projets de demain. Donc merci de vous y être soumis d'une certaine façon. Je vais vous accompagner et puis je propose à mes collègues de rester quelques instants de plus pour le vote. Merci.